Bonjour et bienvenue sur le live Facebook d'Imaz Presse Réunion, un live que comme d'habitude vous pourrez retrouver sur notre site internet www.ipréunion.com, www.imazpresse.com. Vous le voyez, je suis ici dans un endroit inhabituel pour vous qui nous suivez en permanence. Je me trouve dans le bureau du commissaire Jérôme Besse, commissaire du commissariat du Chaudron, qu'on va déranger. Bonjour commissaire. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On peut vous déranger vraiment, vous poser quelques questions en Pas de direct problème. avec nos internautes. Merci, merci à vous. Voilà, donc le commissaire, aujourd'hui c'est le commissaire Besse qui se prête au jeu des questions-réponses avec vous dans le cadre de notre émission Nous l'invité et cause ensemble zot. Vous, comme d'habitude, vous retrouvez mon collègue Antoine Ajavon qui va poser les questions au commissaire. Et il peut permettre à moi de lancer deux, trois petits mots en créole, puisque le commissaire Besse, tel que son nom ne l'indique pas, eh bien, il est aussi réunionnais. C'est bien ça, commissaire? C'est bien ça, je suis un fils de la famille Pitou, on va dire. Et quand il dit Pitou à La Réunion, bah, tout le monde, on pense immédiatement, bien sûr, à Loulou Pitou, qui ne connaît pas Loulou Pitou ici à La Réunion, ne serait-ce que parce qu'une célèbre boutique de Saint-Gilles porte son nom, qu'il est sur toutes les cartes postales de touristes. Alors, commissaire, aujourd'hui, on vous a dit déjà bonjour. Je suppose que vos hommes et votre personnel, aujourd'hui, vous a dit bonjour en arrivant au commissariat. Ils vous ont dit quoi également? Ils m'ont dit que vous alliez venir D'accord, et qu'ils attendaient de voir ça avec impatience. d'accord. Ils vous ont pas souhaité quelque chose de particulier? Ah, en effet, oui, c'est mon anniversaire. Donc joyeux anniversaire, commissaire. Merci. Voilà. Donc quel âge aujourd'hui? L'âge de Jésus quand il est mort. L'âge de Jésus quand il est mort et vous êtes bien 33 vivant. ans. Voilà, et vous êtes bien vivant et avec nous. Exactement. Merci encore de nous recevoir. Alors rapidement dit, on l'a dit, hein, le commissaire Besse en poste maintenant depuis 2017 ici dans ce commissariat du Chaudron, originaire lui aussi, en tout cas en partie de la Réunion, solidement implanté donc justement hein, dans cette Réunion, dans ce département qui est le nôtre, qui a passé son examen de commissaire, qui est commissaire depuis 2013. depuis 2013. Et vous avez fait d'abord votre premier poste, vous l'avez occupé à Marseille. Exactement. Vous avez ensuite été nommé. J'ai été nommé chef de circonscription à Mont-Soleil-Mines, en Saône-et-Loire. C'est dans le sud de la Bourgogne, un très bel endroit. Et, Et ensuite, je suis venu ici en 2017, en septembre 2017. et on voit d'ailleurs que vous gardez dans votre vitrine voyage entre Saône et Loire. C'est un département visiblement qui, en tout cas, une région qui vous a marqué. En poste depuis 2017, on l'a dit. Comment vous vivez au jour le jour l'évolution de la délinquance dans ce quartier réputé difficile du Chaudron? Alors, comme vous dites, c'est un quartier qui est réputé difficile. Moi, j'aime pas trop qu'on stigmatise le quartier du Chaudron pour une très simple raison, c'est qu'on y est nous quotidiennement, tous les jours. La police nationale y travaille tous les jours et on y rencontre régulièrement des citoyens, des associations, des participants de la vie associative extraordinaires qui font un travail de terrain d'importance. Et ce quartier-là n'est pas si dangereux qu'on aime le faire croire. D'ailleurs, ceux qui disent qu'il est dangereux, c'est ceux qui ne le connaissent pas, qui n'y sont jamais allés et qui n'y vivent pas. Au contraire, c'est un quartier populaire qui est plein de vie et c'est très intéressant d'être implanté sur ce secteur-là. Moins 25% de délinquance en 3 ans, ça correspond à peu près à votre entrée en fonction dans ce commissariat. C'est votre action? C'est l'action? Comment on peut expliquer cette baisse de la délinquance? Bah, si ce serait seulement mon action, je pense qu'on m'en verrait dans plein d'endroits en France. Je pense que c'est une action collective. C'est une action collective de l'État d'abord, de la police nationale, mais également de tous les services de la préfecture. C'est un travail de la mairie, un travail de terrain de la mairie, et surtout, comme je vous l'ai déjà dit, un travail extraordinaire des acteurs de terrain, qui sont des médiateurs de terrain, qui sont sur le terrain pour arranger des situations, pour prendre en compte des situations, pour nous les remonter. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la police nationale, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas l'unique solution à tous les problèmes. Une fois que tous nos partenaires comprennent ça, une fois que la population comprend ça, et que chacun essaie de mettre sa petite pierre à l'édifice, ou certains des fois leur grosse pierre à l'édifice, eh ben, on arrive à avancer, petit à petit. Mais comme je dis souvent également, les chiffres de la délinquance, c'est une très bonne chose, ça sert à nous éclairer, mais nous on ne s'appuie pas dessus. Ça décrit une réalité, mais ça ne décrit pas toute la réalité. Donc le travail n'est jamais fini.
Le travail est jamais fini. C'est quelque chose aussi que vous avez vécu. On ne peut pas, ne pas en parler. On vient d'en sortir. Il y a eu une grosse période de confinement. Il y a eu ensuite le déconfinement. Comment ça s'est passé ici, dans ce quartier du Chaudron? Ben, comme pour tout le monde, c'était difficile en interne, c'était difficile en externe pour une simple raison, c'est qu'on a dû s'adapter. Tout le monde a dû s'adapter. Toute la population réunionnaise, française, a dû s'adapter aux nouvelles normes sanitaires. On a dû apprendre. Qu'on soit jeune, qu'on soit adulte, qu'on soit senior, il a fallu apprendre de nouveaux gestes, des fois qu'on connaissait, surtout sanitaires, du coup. Il a fallu vivre un moment de frustration, qui était le confinement, c'est-à-dire on reste chez soi, on ne bouge pas et on sort que pour les besoins de première nécessité. Je pense que c'était difficile, compliqué pour tout le monde, mais ce qu'on a pu constater aussi, c'est le sens civique de la population réunionnaise. Du moins dionysienne, parce que c'est ça dont on parle. On a vite remarqué qu'une fois que le déconfinement est arrivé, beaucoup plus de monde est sorti. Et on s'est rendu compte avec du recul qu'en fait le confinement était très bien respecté, que la plupart des personnes qui sortaient, ils avaient un motif pour sortir, soit professionnel, soit personnel, et que le nombre de verbalisations en fonction du nombre de contrôles est très faible. Je crois que notre directeur départemental a précisé qu'on était à un peu moins de 5% de verbalisation sur le nombre de contrôles, ce qui est très infime. Alors, commissaire, on ne peut pas, l'actualité oblige, on ne peut pas se passer de parler de cela. Vous avez mis l'accent sur le travail de terrain en collaboration avec le milieu associatif, avec la mairie, avec les différents acteurs de terrain. Vous venez aussi de mettre l'accent sur la citoyenneté et l'esprit citoyen de la population. Il reste que la police, en ce moment, a mauvaise presse. Je ne parle pas des médias, elle a mauvaise presse au sein de la population. On vous accuse souvent, vous, police, de violences policières, de ne pas respecter les droits des citoyens, parfois même de provoquer des accidents, des accidents graves. On l'a vu aux États-Unis, mais on l'a vu également en France avec l'affaire Adama Traoré. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit ça? Alors tout d'abord, moi je m'inscris en faux contre l'expression violence policière. Soit on parle d'usage disproportionné de la force, soit on parle d'usage illégal de la force. Toute la question est là. Juridiquement, violence policière, ça ne signifie rien. Est-ce qu'un policier a utilisé la force proportionnée en fonction du but à atteindre? Ou pire, est-ce qu'il a fait un usage illégal de la force? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser la force? C'est sur ça qu'on doit se concentrer, je pense. Et c'est vrai que c'est un débat qui bouillonne dans le monde entier, actuellement. Et quand on a tous vu les images, je pense, de la mort de George Floyd. De M. Floyd, je pense qu'on a tous, enfin moi du moins personnellement, je l'ai regardé les larmes aux yeux. Parce que c'est pas quelque chose qui doit arriver. Il faut partir du principe qu'un policier, quand il essaie d'interpeller quelqu'un, qu'il l'a interpellé, une fois que la personne est maîtrisée, c'est-à-dire menottée, il n'y a plus aucune raison d'exercer quelconque violence dessus. On a des moyens pour maîtriser les personnes. Les menottes, les tasers aussi, ça en fait partie. On doit utiliser tout, on va dire, cet arsenal non létal pour le faire. À aucun moment, lorsqu'un citoyen, lorsqu'une personne est sous la responsabilité de la police, elle ne doit être blessée gravement ou mourir. On ne pourra jamais trouver d'excuses véritablement valables sur ça. Nous, notre métier, c'est de protéger les gens. À partir du moment où on a des personnes qui sont blessées grièvement et qui ne doivent pas l'être, à partir du moment où il y a quelqu'un pire qui meurt, c'est inadmissible et c'est un échec pour nous, forcément. Parce que notre premier travail, c'est la sécurité des citoyens. Après, pour faire ce parallèle-là, parce que tout le monde le fait, je pense que faire un parallèle entre les États-Unis, où on est sur une problématique de société, et la France, c'est se tromper. On aime bien faire les parallèles avec les États-Unis parce que ça fait fantasmer. Mais on n'est pas du tout dans la même situation. Effectivement, c'était la question que j'allais vous poser, je vous coupe, commissaire, c'est en France, quel que soit le territoire français, est-ce qu'on ne peut pas assister à une scène où un policier va appuyer son genou sur le cou de quelqu'un pendant 8 minutes et 46 secondes? Alors c'est exactement ce que vous dites. Aux États-Unis, on parle de problèmes raciaux, si je puis dire. Systémique. Systémique, ça a été dit. En France, comme vous dites, ça peut être une action ciblée. Une action ciblée, une action de police ciblée, donc isolée. Et probablement sans fond de racisme derrière. Je ne sais pas si ça peut arriver ou ne peut arriver. En tout cas, ça ne se justifie pas. Une fois que la personne, comme je vous ai dit, est mise au sol,
menotté et maîtrisé. On n'a aucune raison d'appuyer notre genou sur ses lombaires ou sur son cou autant de temps. C'est inadmissible. Mais les citoyens français ont les moyens de contacter l'IGPN, de saisir l'IGPN, de saisir le procureur de la République pour ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la police nationale, en France, est l'institution la plus contrôlée et la plus sanctionnée. Donc bien évidemment, comme vous dites, il peut y avoir des erreurs. Il y en a toujours des erreurs. Mais ces erreurs-là, et c'est là qu'on sait qu'on est en démocratie, elles peuvent être désignées et il peut y avoir des enquêtes administratives et judiciaires. Alors justement, vous parlez d'enquête et c'est le cas pour la mort d'Adama Traoré, qui s'est passé à peu près dans les mêmes circonstances. Enfin, on va dire en tout cas qu'il y a eu une pression sur cette personne une fois qu'elle était maîtrisée. L'enquête est en cours. Je ne vais pas vous demander les résultats de cette enquête puisqu'elle est en cours, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous inspire quand même? Je ne connais pas tous les détails pour vous le dire. La différence avec la mort de M. Floyd, c'est que M. Floyd, ça a été documenté par des images. Donc on peut voir exactement ce qui s'est passé de l'interpellation jusqu'au plaquage. Dans le décès de M. Traoré, on n'a pas toute cette documentation. Comme vous dites, l'enquête est encore en cours, donc ce sera au procureur de la République et aux autorités administratives de dire ce qui a été fait ou pas. Après, comme je vous dis, une fois de plus, il y a eu un mort, donc il y a des questions qui se posent. On ne peut pas se contenter de dire, bah oui, il résistait à l'interpellation, il est mort, tant pis pour lui. On ne peut pas dire ça, on ne pourra jamais le dire. Par contre, le débat sur lequel vous insistez, c'est, je pense, le plaquage ventral. Alors, il y a toute une réflexion actuellement qui est faite au niveau du ministère de l'Intérieur et pour les forces de police et pour les forces de gendarmerie nationale pour voir l'efficacité de cette technique d'interpellation, parce que c'est une technique d'interpellation. Après, comme toute technique, il faut savoir la maîtriser. Donc il y a une réflexion qui est en cours et comme je vous dis, on sait se remettre en cause. Alors justement, vous insistez beaucoup sur cette nécessité à chaque fois de maîtriser la force, d'apprécier la situation en fonction de ce qui se présente. Vous savez, à La Réunion comme ailleurs, on est à La Réunion, on va parler de La Réunion. Beaucoup de monde dit la loi il fait n'importe quoi, la loi il n'aime pas nous, la loi il tape à nous, etc. Mais par contre il laisse courir le bon gros zozo. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire une vision non objective de notre travail. Au contraire, juste avant que vous arriviez, moi j'ai des effectifs qui sont debout depuis 5 h du matin et qui courent après les cambrioleurs, qui courent après les voleurs. Je ne vais pas vous donner les détails de l'affaire, mais ça c'est une réalité. Une autre réalité, c'est le nombre de policiers blessés en service aussi, que j'ai au sein de mon service, où on est quasiment à 300 policiers blessés depuis que je suis rentré en fonction. Et quand un policier se blesse, c'est pas en prenant le café, c'est au service de la population, c'est dans une action de police. Donc je pense que ça démontre tout l'engagement de la police. Après, encore une fois de plus, on essaie d'être partout, on essaie de bien faire, on essaie de mieux faire. Je ne dis pas que tout est parfait, bien sûr que non, tout n'est pas parfait. Mais ça, c'est mon rôle aussi, c'est d'écouter ce que dit la population. Et ça, on le fait quotidiennement. On a une politique qui s'appelle politique de sécurité du quotidien, où on est sur le terrain, où on écoute les doléances de la population, des bailleurs sociaux, de tout le monde, et on essaye d'apporter des solutions. Après, une fois de plus, la police nationale n'est pas la solution unique à tous les problèmes de la société. Si on pense ça, c'est se tromper. Et les échanges de mails, vous l'avez vu, une nouvelle affaire, encore malheureusement, je suis désolée d'insister dessus, mais effectivement c'est l'actualité, on est en plein dans l'actualité. Une nouvelle affaire vient d'éclater, révélée par Mediapart notamment, qui parle d'un groupe WhatsApp où s'échangeaient des insultes racistes entre policiers. On parle même de suprémacistes blancs qui s'exprimaient ouvertement sur ce groupe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors je n'ai pas les détails de cette affaire-là, je n'ai pas du tout lu Mediapart. Ce que ça m'inspire, ce que la population doit bien comprendre, c'est que la police nationale, c'est un reflet de la société. La police nationale est plurielle. Elle est plurielle au niveau géographique, elle est plurielle au niveau culturel. On est là sur l'île de la Réunion. Elle est plurielle au niveau des opinions. Dans la police nationale, au sein même de mon service, j'ai des blancs, j'ai des blacks, j'ai des beurs, j'ai des créoles des Antilles, j'ai des créoles de la Réunion, j'ai des homosexuels, j'ai des hétérosexuels. Et on peut avoir aussi des personnes qui sont pas, on va dire, dans un mode de pensée républicain. Ce que vous voulez dire, c'est que la police est représentative de la société moyenne, réunionnaise et française. Il y a 150 000 policiers en France.
C'est évident. C'est un reflet de la société, c'est un miroir de la société. Et encore une fois, ça n'excuse rien. C'est pas parce que c'est un miroir de la société qu'il faut tout accepter. Mais par contre, et vous avez raison, il y a un devoir d'exigence quand on est policier qui est différent du citoyen qui ne l'est pas. On a un devoir d'exemplarité qui doit être absolument respecté. Et encore une fois, cette situation-là, je ne maîtrise pas le nouvel article de Mediapart, mais elle a été révélée. Donc il va y avoir une enquête dessus, à minima administrative. À minima administratif, si c'est un échange WhatsApp entre des personnes, à minima administratif. Et c'est une très bonne chose. Je veux dire, moi je prie pour qu'il n'y ait plus jamais de racisme dans la police, pour qu'il n'y ait plus jamais d'homophobes, pour qu'il n'y ait plus jamais tous les mots qu'on peut retrouver dans la société. Parce que, encore une fois, ça existe. Mais pour moi, pour avoir travaillé à Marseille, une grande ville, pour avoir travaillé en Saône-et-Loire, un plus petit département, pour travailler à Saint-Denis, la plus grande ville d'outre-mer, c'est très minime. Moi, de mes yeux, je n'ai jamais vu de racisme dans la police. Et c'est normal. Vous remarquerez bien que je n'ai pas la tête de Vercingétorix. Donc personne ne s'y essaierait, je pense, avec moi. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur de notre police. Moi, ce que je dis souvent, il y a une partie de la population qui a peur de la police. Cette partie-là, c'est des délinquants. Et on est très heureux qu'ils aient peur de nous. Parce que c'est eux qu'on recherche. Après, s'il y a des personnes qui ont peur de la police, je leur dis, venez me voir et venez voir les policiers. C'est exactement ce que j'ai fait il y a quelques mois en invitant tous les jeunes de l'école de la Chaumière à venir au commissariat, à venir avoir un contact avec la police. Je pense que la vraie problématique, c'est de normaliser les rapports entre la police et la population. Dès qu'on voit la police dans un quartier, on dit qu'il y a un problème. Alors que moi, ce que je rêve, c'est que dès qu'un jeune voit un policier dans un quartier, ils se disent c'est normal, on a besoin d'aide, on va voir le policier, on va le saluer, on va aller lui dire bonjour. Et ça, c'est un effort quotidien. C'est ce qu'on essaie de faire au sein du service et d'aller au contact de la population. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes mieux perçu au sein de la police, je parle en général, mieux perçu au sein de la population que les gendarmes? Je ne veux pas réveiller une éventuelle guerre police-gendarmerie, mais ici à La Réunion, je parle pour le cas spécifique de La Réunion, vous n'avez pas l'impression d'être mieux perçu justement par la population par rapport aux gendarmes? Alors je ne pourrais pas baser, j'ai envie de dire, une idée objective sur un sentiment. Moi, ce que je sais de mes collègues militaires de la gendarmerie nationale, c'est que je travaille excellemment avec eux, notamment sur l'aspect sécurité routière. Je sais que sur l'île, du moins ceux que je connais, je ne les connais pas tous, parce qu'on travaille dans des territoires différents, c'est des très bons professionnels avec une grande rigueur d'esprit. Donc non, moi j'ai pas ce sentiment-là, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Alors, une transition qui est toute trouvée, puisque vous parlez de sécurité routière, on peut même parler de délinquance routière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, commissaire, quand on sait que, alors on est tous les médias, tous les dimanches soirs, nous recevons les relevés, vous, de la police nationale, les relevés de la gendarmerie, avec des dizaines d'infractions, parfois des personnes qui sont arrêtées 2 ou 3 fois d'affilée, souvent sous au volant, éméchés, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cette délinquance arrête et qu'on comprenne que quand on est dans une voiture, quelque part, on a aussi une arme à la main et qu'il faut être conscient de ça? Tout à fait, c'est une vraie problématique sur l'île de la Réunion. C'est une problématique sur laquelle monsieur le préfet intervient régulièrement. Il y a une action de l'État qui est très intense sur ce sujet-là. Mais comme je vous disais tout à l'heure, nous, on est dans l'action répressive. On essaye aussi de faire beaucoup d'actions préventives à ce niveau-là. On fait des salons, etc. Mais on n'est pas les seuls. On n'est pas la seule solution. On aura remarqué que sur l'île de la Réunion, il y a beaucoup d'accidents qui se passent sous fond d'alcool, sous fond d'alcoolémie. Il y a des décès. Un fléau à La Réunion. C'est un fléau, oui, on peut le dire. D'ailleurs, on parle de sécurité routière, on peut aussi parler de violence conjugale à cet égard-là. Donc, il y a cette problématique-là aussi qui est derrière. Nous, on a créé une brigade spéciale il y a 3 ans sous l'impulsion de notre directeur départemental pour contrôler tous les débits de boissons, pour contrôler les boîtes de nuit, pour s'assurer qu'ils soient dans les normes réglementaires, pour s'assurer qu'ils ne vendent pas de l'alcool à des personnes qui sont déjà alcoolisées, pour s'assurer qu'ils ne laissent pas partir des personnes en voiture qui ne peuvent pas conduire. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien n'est jamais fini. Il faut continuer à travailler et tant que ça se passera, on sera sur le terrain les vendredis soirs, les samedis soirs et tous les jours de la semaine. Et vous avez évoqué le problème effectivement des violences conjugales et vous l'avez dit aussi, le travail est loin d'être fini, loin d'être terminé. Vous avez remarqué une augmentation de ces violences, notamment dans le confinement, d'une part, et d'autre part, je crois savoir qu'un accueil spécifique est réservé aux femmes, aux femmes, aux enfants victimes de ces violences.
Alors, ça a testé cette problématique des violences conjugales, ça a testé notre capacité, nous, police nationale, à nous adapter. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver tout de suite, mais on l'a vite anticipé, on a été très réactif sur ça. La police nationale a été réactive, le procureur de la République a été réactif, les associations aussi, parce qu'il y a beaucoup d'associations très structurées, ont été réactifs. On s'est vite rendu compte que les moyens de contacter les services judiciaires ou les services de police étaient amoindris en période de confinement. C'était plus difficile de s'isoler, de passer un coup de fil, etc. Donc ça a été vite une problématique. On a essayé de la prendre rapidement en compte. Comme vous dites, il y a des accueils spécifiques qui ont été faits pour les personnes victimes des violences conjugales, mais pas que, violences intrafamiliales aussi, parce que les enfants, les marmailles sont impliqués là-dedans aussi. Et à mon avis, c'est le pire dommage collatéral, les enfants, dans tout ça. Donc il y a des accueils spécifiques qui ont été faits, il y a des personnes qui sont spécifiquement formées au sein de la police nationale à La Réunion pour accueillir ces personnes-là, aussi bien l'accueil physique au commissariat que l'accueil téléphonique pour les personnes. Alors, chose promise, chose due, commissaire, on a parlé tous les deux, on a promis à nos internautes qu'ils pourraient dialoguer immédiatement avec vous, aux internautes qui ont pu se rendre compte que la langue de bois, finalement, ici dans ce bureau, ça n'avait pas lieu d'être. Donc, c'est en toute, justement, en tenant compte de cette non-langue de bois que Antoine Ajavon va maintenant relayer vos questions au commissaire Besse. Il y a une première question d'Audrey Ethan Félicité qui revient sur un propos que vous venez de dire en disant que la police est le reflet de la population et qui s'étonne finalement qu'il y ait un décalage entre les faits avérés ou soupçonnés de policiers et les éventuelles sanctions. Alors quel regard vous portez notamment sur le fait des policiers qui ont tenu des propos racistes, qui sont toujours en poste 5 mois après que la plainte ait été déposée, pardon. Quel regard vous portez sur ce décalage entre faits et sanctions? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que même moi, commissaire de police, même mon directeur, même monsieur le préfet, on n'est pas juge. On n'est pas juge judiciaire. C'est pas à nous de juger. On peut prendre des sanctions administratives, mais il faut qu'elles nous soient soumises par conseil disciplinaire. Il y a une échelle de sanctions aussi. Il y a plusieurs groupes de sanctions. Et tout cela, en effet, ça prend du temps. C'est la marche de la justice. Peut-être qu'on ne fait pas assez de publicité sur les sanctions qui ont été prises. Moi, je peux vous le dire, on le sait très bien, tous les mois, notre direction centrale à Paris nous demande le nombre de fonctionnaires de police qui ont été sanctionnés dans divers cadres. Et les sanctions, elles sont bien prises. Ça, je peux vous le confirmer. Après, peut-être qu'il n'y a pas assez de publicité sur ces sanctions-là. Et encore une fois, on juge un policier pour des actes déterminés. C'est l'état de droit, ça. Un policier qui a des propos racistes ou même qui fait usage d'une violence disproportionnée, il va être jugé en fonction de la situation. On ne va pas lui couper la tête du jour au lendemain. Il y a plusieurs choses qui vont être étudiées là-dedans. Il y a son dossier administratif. Est-ce que c'est la première erreur qu'il fait? Est-ce qu'il a fait d'autres erreurs avant? Il y a son dossier judiciaire aussi. Pour les policiers, normalement, on rentre dans la police avec un casier vierge. Donc il y a tout ça qui est pris en compte. Et le fait que tout ça soit pris en compte, on est simplement dans un état de droit. On considère l'individu. L'idée, ce n'est pas de couper la tête à tout le monde. On ne peut pas appliquer une sanction capitale à un policier alors qu'on se refuse de le faire dans la vie normale, entre guillemets. C'est l'état de droit, tout ça. C'est la démocratie. Autre question, Antoine? Alors là, on a une question qui rebondit un peu sur l'affaire George Floyd aux États-Unis. Alors, évidemment, il y a un fond de racisme derrière le fait qu'il ait été contrôlé, puis arrêté et assassiné. Et on a Frérot de la Réunion qui nous demande, à l'échelle de la Réunion, de la France et de la Réunion, quelle est la différence entre contrôle au faciès et contrôle d'identité? Est-ce que certaines personnes peuvent être contrôlées parce qu'elles ont un air de délinquant? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Alors ça, sur le contrôle au faciès, c'est un fantasme. Parce que policièrement, ça ne sert à rien de contrôler au faciès. Contrôler au faciès, ça veut dire quoi? On va contrôler toutes les personnes de couleur de peau noire ou toutes les personnes de couleur de peau foncée en présumant qu'ils ont commis des actes de délinquance. C'est absolument inefficace policièrement. Ça ne mène à rien. Pour parler après du contrôle d'identité, ça c'est autre chose. Il faut savoir que chaque personne, chaque citoyen, quel qu'il soit, doit pouvoir justifier de son identité lorsqu'un policier lui demande. Donc ça c'est une carte d'identité, c'est un passeport, c'est un permis de conduire par exemple. Et encore une fois,
si la personne n'a rien à se reprocher, il lui arrivera rien. Après, je me doute que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à se faire contrôler pour la police, c'est une expérience particulière qu'un policier vous arrête dans la rue. Bonjour monsieur, j'aimerais voir vos papiers d'identité. Donc oui, c'est pas une expérience commune et c'est pas une expérience pour certains qui est agréable. Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis né à Marseille, dans les quartiers nord, à l'époque, et ça m'est déjà arrivé de me faire contrôler par des policiers, que ce soit à Marseille ou même à Aix-en-Provence, qui est un cas où il y a plus de calme, on va dire. Et il m'est jamais arrivé aucun problème. Les quartiers nord de Marseille, hein, juste pour précision, sont aussi considérés comme des quartiers difficiles, un peu comme sont considérés ici à La Réunion, le quartier du Chaudron ou encore la ville du Port, commissaire. On vous retrouve Antoine pour une nouvelle série de questions. Toujours encore sur l'affaire Joshua qui évidemment a ému au-delà des États-Unis. Est-ce que vous, ici en France et à La Réunion, vous pouvez tirer des leçons de ce qui se passe outre-Atlantique? Bah, la leçon, nous, je pense que chaque policier a regardé exactement ce qui s'est passé. L'action de police, je parle. Et sur ça, chaque policier a une vision professionnelle. Et tout le monde s'est accordé sur le fait qu'avoir un problème de racisme, c'est un problème d'incompétence du policier. On ne comprend pas pourquoi un policier tient 8 minutes quelqu'un au sol. C'est incompréhensible. Pour un policier français, c'est incompréhensible. Et si un policier français le fait, il se trompe lourdement. Étant donné qu'en plus, là, le policier qui le plaque au sol, il n'était pas seul, il avait ses collègues qui étaient autour. Encore une fois, la personne était maîtrisée. Et menotté. Et menotté. Donc nous, quand on dit maîtrisé, c'est que généralement, il est menotté et il ne peut plus porter de danger ni à lui-même, ni à autrui. Donc c'est comme ça qu'on considère les choses. Donc forcément, ça nous interroge. Mais encore une fois, faire le parallèle entre les États-Unis et la France, c'est se tromper. Et surtout faire le parallèle au niveau du racisme éventuel qu'il peut y avoir aux États-Unis. Même si moi, j'ai vécu aux États-Unis, je ne me permettrai pas de me prononcer sur cela. Il faut vraiment vivre dans la société américaine pour toucher du doigt ce problème-là. En France, ce n'est pas du tout la même problématique. Et si on généralise entre la situation aux États-Unis et la situation en France, on se trompe. En généralisant, on est toujours certain de se tromper. Et en généralisant, on utilise les mêmes moyens qu'utilise le racisme en fait. C'est-à-dire le raccourci intellectuel, l'amalgame et la haine. En disant, il y en a un qui a fait telle chose, donc vous faites tous la même chose. Je pense que c'est stupide de penser comme ça. Alors, juste avant de redonner la parole à Antoine, c'est une question qui revient souvent et vous l'avez évidemment toujours entendu. Quand il téléphone la police, Banda, il ne vient pas tant qu'il n'a pas le sang. C'est vrai, c'est pas vrai? Le sang. Tant qu'il n'a pas le sang, il ne vient pas. Oui, j'ai cru entendre déjà ça aux médias, dans les médias. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça dépend pourquoi on nous appelle en fait. C'est souvent, encore une fois, on ne peut pas régler les problèmes de tout le monde. Ça dépend pourquoi on nous appelle. Ça, faut qu'on me donne une situation particulière pour que je puisse vous répondre. Mais à partir du moment où un appel 17 est fait, nous, on doit porter assistance à la population. Donc, à ce moment-là, et ça m'arrive qu'il y ait des personnes qui m'écrivent et qui me disent tel jour, j'ai appelé telle personne pour un problème, et il y a vraiment des problèmes de fond, et on se rend toujours compte que nous, on ne peut pas tout régler, il faut qu'on appelle des bailleurs sociaux, il faut qu'on appelle la mairie, qu'on appelle plusieurs personnes. Donc, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, continuez d'appeler le 17. Et si on ne vient pas alors qu'on doit venir, écrivez à la police nationale, écrivez-moi à moi, écrivez aux autorités compétentes et on se plongera sur le problème. La police nationale doit intervenir. Et moi, j'ai la radio dans mon bureau, la radio des ondes de police, et je peux vous dire qu'on intervient sur toutes les situations qui sont menées à notre connaissance. Justement, une affaire qui est en cours, et qui a beaucoup défrayé la chronique, puisque nos collègues du GIR en ont longuement parlé, le journal du Livre en a longuement parlé, cette affaire de pension marron de Saint-François, où vous êtes intervenu, comment une telle chose peut échapper à la vigilance? Alors, pour remettre les choses à leur niveau, c'est pas la police nationale qui est intervenue. Nous, on intervient en assistance pour sécuriser. La seule chose que nous, on peut faire, c'est ce qu'on appelle avoir un avis consultatif sur l'état de sécurité des pensions. C'est ce qu'on a fait. C'est un avis qu'on avait transmis aux autorités compétentes, aux autorités administratives compétentes. Et là, on voit d'ailleurs que les autorités compétentes se mettent en mouvement. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas un problème police nationale. Si ça ne tenait clairement, si ça tenait rien qu'à moi d'aller dans les pensions marrons et de sortir tout le monde, de remettre le bâtiment en l'état, de rentrer tout le monde et que tout le monde soit bien,
mais je sors de mon bureau dans 2 minutes et je le fais. C'est pas le cas. Antoine, une nouvelle série de questions avec vous? Cette fois, on va un peu oublier les États-Unis. Si vous le voulez bien, se recentrer sur la Réunion. Il y a plusieurs internautes ici qui nous demandent quels sont les moyens mis en place spécifiquement pour lutter contre les conduites en état d'ivresse et également sous l'influence de stupéfiants comme le cannabis par exemple. D'accord. Alors les moyens spécifiques qui sont mis en place, on a plusieurs moyens. De toute façon, c'est très basique, hein. C'est le contrôle de police, l'interception des véhicules. C'est ce qu'on fait, comme je vous dis, tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs, pour parler de nos collègues militaires et gendarmes. C'est ce qu'ils font aussi tous les vendredis soirs, tous les samedis soirs. Et on a des moyens, ce qu'on appelle l'éthylotest, qui nous permet de dire si c'est positif ou négatif, s'ils sont positifs à l'alcool ou négatif, positifs aux stupéfiants ou négatifs. Et après, si c'est positif, on ramène généralement les individus au commissariat. Et après, on teste, on voit leur niveau d'alcoolémie. Voilà, c'est des contrôles routiers basiques, si je puis dire, mais bien ciblés sur des créneaux horaires, donc les plus accidentogènes, là où il y en a le plus d'accidents, et dans des lieux très précis. C'est aussi simple que ça. C'est à l'initiative même des fois, parce que là on parle de contrôle routier prévu, mais c'est à l'initiative des policiers sur la voie publique aussi. Hein. Quand on voit une voiture qui n'arrive pas à rester dans la ligne ou ce genre de choses-là, eh ben, on fait un contrôle d'initiative. Commissaire, on parle de plus en plus d'une légalisation possible du cannabis. Fumer un joint, elle n'est pas trop grave, mais elle est grave. Écoutez, ça c'est pas à moi de le dire, c'est aux autorités sanitaires de le dire. Mais on voit que dans plusieurs pays, ça a été fait, aux États-Unis, dans quelques États. Donc je pense aux autorités sanitaires de le dire, mais ce qui est important surtout, c'est le cadre juridique. C'est le cadre juridique. De quoi on parle? Est-ce qu'on parle de la consommation de cannabis médicinal ou est-ce qu'on parle de la consommation de cannabis récréatif? On est sur deux sujets radicalement différents. Donc je pense qu'il faut attendre, si jamais ça se fait, qu'il y ait un cadre juridique très clair pour tout le monde et très cadré. Antoine, nouvelle série de questions? Alors, toujours sur un problème qui concerne uniquement la Réunion, même plus précisément Saint-Denis, on a ici Catherine Dassault qui fait état de voitures qui se garent sur les trottoirs à proximité des écoles et l'intervention des policiers qui est a priori insuffisante d'après ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ce fléau, si vous faites quelque chose pour lutter contre ce fléau? Et juste pour abonder aussi dans cette question, effectivement, les véhicules qui se garent sur les trottoirs, les véhicules qui se garent sur les emplacements de personnes handicapées, toutes ces petites incivilités qui pourrissent, pardonnez-moi l'expression, la vie du citoyen au jour le jour, au quotidien. Alors c'est une réalité. C'est une réalité. On travaille de concert. Alors là, encore une fois, on n'est pas les seuls avec les services de la mairie, avec la police municipale, pour régler ces petits problèmes d'incivilité. Après, c'est difficile parce que vous voyez la personne qui est garée sur un trottoir, mais nous, le temps qu'on arrive, elle n'est plus là, parce que souvent, c'est ce qu'on dit du stop and go. Hein. Si on s'arrête, on repart. Spécifiquement devant les écoles, c'est une vraie problématique, parce que derrière ces stationnements sur trottoir, il y a la sécurité des enfants, il y a la sécurité des parents aussi. Nous, on essaie d'être sur Saint-Denis. On va du primaire, voir les écoles maternelles, jusqu'au lycée. Et on a les plus grands établissements de l'île et la plus grande concentration d'étudiants. On a l'Université de la Réunion qui est derrière, mais eux, c'est différent. On a la plus grande concentration d'étudiants qui est à Saint-Denis. Donc nous, on fait tous les matins. À chaque entrée, chaque sortie, il y a des effectifs de police qui se placent devant les collèges et lycées. La police municipale, généralement devant les écoles primaires. Et on essaie de régler ce problème-là, mais je vous dis ça encore une fois, voilà, c'est un travail continu, mais c'est pas vrai hein, qu'ils sont pas verbalisés. On a un taux de verbalisation, je vais pas vous donner les chiffres parce que ça n'appartient pas à moi de les dire, mais pour les verbalisations sur trottoir ou les verbalisations de manière générale dangereux, on a un taux de verbalisation au vu de la population qui est largement au-dessus du niveau national. Alors, je peux vous le confirmer, à nous, en tant que journaliste, on le vit tous les jours, puisque vu notre taux de verbalisation, on le vit tous les jours. Encore de nouvelles questions, Antoine? Alors, deux questions qui sont un peu liées concernant d'éventuelles zones je mets des grosses guillemets, des zones de non-droit à Saint-Denis. Est-ce qu'il y a des quartiers, des endroits où les policiers rechignent un peu à aller, ils vont avec une certaine peur au ventre et laissent la délinquance un peu prospérer? Il n'y a pas de zone de non-droit à Saint-Denis. Je peux me dire qu'il n'y a pas de zone de non-droit de manière générale, mais à Saint-Denis, je peux parler pour Saint-Denis, il n'y a pas de zone de non-droit. On va partout. J'ai certains policiers qui peuvent avoir la peur au ventre, c'est normal. Ça reste des êtres humains. Et face à des situations dangereuses,
c'est pas des robots, bien sûr, qui peuvent avoir peur. Mais ce que je sais, c'est que j'ai des policiers très courageux. Encore une fois, comme je vous ai dit, quasiment 300 fonctionnaires de police blessés en service, rien que dans mon service. Et dans mon service, il n'y a pas tous les policiers de La Réunion. Non, il n'y a pas de zone de non-droit. Dimanche dernier, on était encore dans la zone élargie du Chaudron, Sainte-Clotilde, Prima. On était là-bas, ça s'est excellemment bien passé. On a reçu un accueil très favorable de la population. Mais s'il y a encore des zones de non-droit, il faut me le dire, il faut me les désigner et je peux vous promettre qu'on ira sur place. Antoine? Et donc une question subsidiaire de Frérot de La Réunion qui nous demande, alors je ne sais pas si vous pouvez entrer en détail là-dedans, qui nous demande quelles sont les techniques pour casser les groupes de délinquance. Est-ce que parfois vous utilisez, encore une fois j'utilise des grosses guillemets, une forme de harcèlement pour casser ces groupes de délinquance? Ou une forme d'infiltration pour utiliser les images. Les images des séries américaines. Voilà, tout à fait. Alors on n'est pas dans The Wire, pas du tout. Alors ça dépend quelle délinquance en fait. Ça dépend quelle délinquance. Sur ça je ne pourrais pas répondre principalement. Nous on harcèle personne. Les personnes si qu'on harcèle, c'est les délinquants qu'on recherche. C'est sûr, les délinquants qui sont recherchés, ben oui on les recherche. Et on les cherche en permanence. Sur ça, oui, bien sûr. Après, pour casser les groupes de délinquance, ben, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de problèmes de trafic de stupéfiants? Je pense qu'il y a de ça derrière aussi. Est-ce qu'on parle de rodéo urbain? C'est un mixage entre la présence physique, visible, des effectifs, et la présence discrète. Il y a des effectifs qui sont en uniforme, il y a des effectifs qui sont en civil, et ils ont des manières différentes de travailler. Voilà, nous, notre idée, la meilleure façon, en fait, si vous voulez, c'est d'arriver à constater des flagrants délits. C'est qu'il y a un policier qui soit là et qui constate une infraction devant ses yeux. C'est la meilleure façon, mais pour ça, moi, je représente le service de voie publique. Pour ça, il y a la police judiciaire qui fait un travail de fond aussi pour, voilà, sur les écoutes téléphoniques, les balisages aussi de voitures ou d'autres choses. C'est des techniques qui existent, qui sont tout à fait légales dans la police nationale. Alors justement en termes de légalité, puis pour reprendre l'image dont on parlait tout à l'heure de séries américaines, la police nationale n'est pas un pouce au crime. Je veux dire qu'on ne peut pas provoquer une infraction parce qu'on a des soupçons sur tel ou tel réseau qui peut exister. On ne peut pas provoquer un délit ou pousser à la commission de ce délit. C'est très encadré, je pense, hein, cette méthode. Oui. Ah non, c'est interdit. Ça encore une fois, c'est l'image des séries américaines. Des séries américaines, absolument. Nous, c'est interdit. Et même le policier qui provoquerait une infraction, il se mettrait dans l'illégalité. Et il aurait des comptes à rendre et à son autorité administrative et au procureur de la République. C'est en tout cas quelque chose qui peut se produire, mais de manière très encadrée, en tout cas avec l'accord du procureur de la République. C'est très encadré. C'est très encadré. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait à la légère du tout. Antoine, encore une série de questions? Alors cette fois, on va s'éloigner de votre propre commissariat. On a une question de Lia Adam qui demande comment vous gérez les urgences au commissariat Malartic. Est-ce que c'est sous votre responsabilité? Si oui, de quelle manière vous procédez? Alors il y a une partie des effectifs du commissariat de Malartic qui sont sous mon autorité, c'est ceux qui sont sur la voie publique. L'autre partie, à mon avis, vous devez probablement parler du judiciaire. Donc ça, ce n'est pas mon service. Mais encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un accueil spécialisé qui est fait pour les victimes de violences conjugales, mais il y a un accueil spécialisé aussi qui est fait de manière générale. On a des fonctionnaires de police formés à l'accueil du public. On a d'ailleurs, pour ceux qui sont habitués de Malartic, mais bon, je pense que c'est pas tout le monde, sinon c'est mauvais signe. Ces dernières années, il y a eu une véritable professionnalisation de l'accueil. Il y a l'accueil qui a été remodelé plusieurs fois. Il y a des traçages au sol qui ont été mis en place. Il y a des grands écrans d'information qui ont été mis en place aussi. Donc c'est comme cela qu'on gère l'urgence. L'urgence, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'affaire qui ne peut pas attendre, qui vient de se passer ou qui est en train de se passer, jusqu'à, entre guillemets, la moins urgente, c'est-à-dire l'affaire qui est finie, où il n'y a plus qu'une plainte à déposer et qu'on peut traiter en ayant plus de temps, on va dire. Avec parfois aussi, hein, on l'a vu il y a quelques mois en arrière, commissaire, une vraie mise en danger, y compris des fonctionnaires de police, puisque on parlait du commissariat Malartic à l'instant avec Antoine. J'ai souvenir de cette affaire où une personne visiblement un peu déséquilibrée avait attaqué une autre personne dans l'enceinte même du commissariat Malartic avec une intervention des fonctionnaires de police avec beaucoup de sang-froid. Alors il y a eu un sang-froid extraordinaire des fonctionnaires de police, et je dis des, ils étaient deux. C'est vrai qu'ils ont eu un sang-froid assez extraordinaire parce qu'une personne dont la vie était en danger, très clairement,
C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri encore. On n'est pas à l'abri. On croit souvent qu'à La Réunion, on peut être isolé de ce genre de fait-là. Ça nous montre une fois de plus que ce n'est pas le cas. Le RAID s'est fait tirer dessus il y a quelques années. Là, il y a quelques mois, comme vous venez de le dire, on a été attaqué. Donc ça démontre tout le professionnalisme des policiers. Parce que c'est difficile à ce moment-là de prendre une décision. On est très formé, on est très entraîné. Mais quand on vit la situation en réel pour la première fois, c'est très difficile de prendre les bonnes décisions. Et là, ce que je peux dire, c'est que sur cette affaire-là, précisément, les fonctionnaires de police ont pris une très bonne décision. Et il n'y a pas eu de blessés en plus. Il y a eu effectivement pas de blessés. Et justement, commissaire, comment ça se passe lorsque vous êtes en danger, lorsqu'un fonctionnaire, vous-même, vous êtes en danger, vous vous sentez en danger? La tentation de dégainer, on va parler comme dans les séries américaines, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, dans votre tête? Alors, l'usage De l'arme. si vous parlez de l'arme à feu, exactement, l'usage de l'arme, le cadre de légitime défense est très encadré. Il a évolué depuis les attentats. Il devait évoluer, encore une fois, pour la sécurité de la population. Le législateur nous a permis d'avoir un cadre de légitime défense qui permet d'intervenir de manière sécurisée du point de vue juridique pour les fonctionnaires de police. Après, on n'a pas à dégainer notre arme à tout va. On sait quand le faire, on est très formé pour cela et on a beaucoup ce qu'on appelle des moyens de force intermédiaires. On a des gaz lacrymogènes, on a des lanceurs de balles de défense, on a des tasers, on a des matraques. Donc c'est tout un arsenal qu'on doit utiliser. L'arme à feu, c'est véritablement le dernier moyen. Il faut véritablement être dans un vrai danger, dans un danger, encore une fois, proportionné. On parlait tout à l'heure d'usage proportionné de la violence, et de la force, excusez-moi, mais ça rentre dans ce cas-là aussi. Quand on utilise son arme à feu, il faut que la menace soit proportionnée en face. Antoine? Alors, on a commencé aux États-Unis, on s'est recentré sur la Réunion. Désormais, on va un peu décaler sur la zone océan Indien. On a une question d'un internaute qui vous demande: est-ce qu'il y a des coopérations ou une coopération entre les policiers de la Réunion et les policiers de l'île Maurice, par exemple, concernant le trafic de stupéfiants? Alors, autant de choses que je ne peux pas vous dire. On s'en doutait un peu, mais enfin, ça ne coûte rien de tenter. Non, vous avez bien fait, mais je ne m'exprimerai pas sur cette thématique-là. D'accord. Alors, une question aussi qui nous est posée. On nous dit, finalement, quand le policier contrôle, mais lorsque nous, on demande au policier son matricule, le fameux Rio, la fameuse affaire du Rio, vous nous expliquerez ce que c'est, commissaire, le fonctionnaire de police refuse. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un Rio? Alors, ce qu'on appelle le RIO, c'est un numéro que le policier doit avoir sur son uniforme. Et ça permet de l'identifier si jamais un citoyen veut signaler un acte, bon ou mauvais d'ailleurs. Généralement, c'est fait pour les actes qui ne sont pas bons. Mais ça permet d'identifier le fonctionnaire pour le chef de service. C'est-à-dire que moi, si j'ai ce numéro... On le saura. Voilà, on vous retrouve juste en direct, toujours ici du commissariat du Chaudron avec le commissaire Bess après un petit incident technique, et on parlait de la possibilité d'identifier un fonctionnaire de police grâce à son Rio. Et je laisse donc la parole de nouveau au commissaire Bess pour finir son explication. Alors, ce que je disais, le numéro, ce qu'on appelle le numéro RIO, donc c'est une série de chiffres qui permet d'identifier le fonctionnaire de police pour le chef de service, pour les autorités administratives, si jamais un citoyen nous rapporte un acte illégal ou non déontologique de manière générale de ce fonctionnaire de police. Alors, encore une autre question, Antoine? Alors, vous parliez tout à l'heure de la réception des colliers du Chaudron ici au commissariat pour une action de prévention. Est-ce que d'autres actions de prévention sont prévues dans le futur? Alors bien sûr, il y avait des actions de prévention qui étaient déjà en préparation. Évidemment, on est toujours lié vis-à-vis du contexte sanitaire, où il y a des questions de distanciation sociale. L'éducation nationale, elle vit en ce moment encore une période d'adaptation qui est un vrai défi, je pense, pour eux. Donc c'est des actions qui vont continuer, c'est des actions qu'on va reproduire. Il faut les reproduire parce que tout le monde passe un bon moment dans ces actions-là. Les écoliers, les enseignants, ça permet de voir leur écolier dans un autre contexte, et les policiers aussi également. C'est plus agréable de faire découvrir son métier et peut-être de créer des vocations. Donc oui, c'est des actions qui vont être reproduites.
Juste deux petites questions, une petite précision. Donc, un fonctionnaire de police est tenu et ne peut pas cacher son RIO. Il est tenu, normalement, on est d'accord là-dessus, commissaire, il est tenu d'afficher ouvertement son numéro. Ah bah, ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour ça. Moi y compris, j'ai un numéro RIO. Tous les fonctionnaires de police actifs ont un numéro RIO. Et une question qui revient, certainement parce que la personne est très connue, Camélia Jordana, vous connaissez l'affaire, elle a dit qu'elle avait peur de la police, que des policiers tuaient des gens, je crois, la citation, massacraient des gens, la citation exacte. Votre ministre de tutelle, M. Castaner, s'est élevé contre ça. Quel est votre sentiment? Écoutez, ce que dit Camélia Jordana, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas, de manière générale, participer à des débats stériles intellectuellement. Ok Antoine, on vous retrouve encore une fois, peut-être, on va pas tout à fait les dernières questions, mais peut-être encore une série de questions. Alors toujours Audrey Etan-Flesté, qui est décidément très active sur Facebook Live, qui nous fait état de plaintes qui seraient refusées. Alors je ne sais pas si elle parle exactement du commissariat de Saint-Denis ou de la police en général. Est-ce que vous pouvez préciser exactement quelle est la procédure à suivre pour porter plainte, et si elles sont refusées, pourquoi elles sont refusées? Est-ce que vous pouvez faire un peu de pédagogie là-dessus? Alors notre fonctionnement est très clair à ce niveau-là. Dès qu'il y a une commission d'infraction, un délit ou un crime, il doit y avoir une plainte. Le citoyen, la citoyenne, doit avoir les moyens de déposer plainte, et le fonctionnaire de police doit obligatoirement prendre sa plainte. Il n'y a aucun flou à ce sujet-là. Si une plainte n'est pas prise, ça signifie que l'infraction n'est pas constituée, normalement. Mais si après il y a une citoyenne qui estime que sa plainte doit être prise et qu'elle ne l'est pas par les services de police, je trouve ça inadmissible, et ça l'est. Et elle peut toujours écrire et au chef de la police nationale, au chef de service ou au procureur de la République. Il faut savoir aussi qu'on peut déposer plainte en saisissant le procureur de la République, qui après nous saisit nous à notre tour. Alors justement, toujours dans cet ordre d'idées, les gens nous disent, vous l'avez entendu, vous l'avez certainement très souvent entendu, dire s'il ne cause pas bien français, s'il ne gagne pas bien exprimé, ne fait pas un compte avec nous, en fait, nous n'est pas entendu. Qu'est-ce que vous répondez à ça, commissaire? À la Réunion, de dire ça, ça fait un peu de la mauvaise foi, étant donné que la plupart des fonctionnaires de police comprennent très bien le créole. Voilà, même moi je ne parle pas, mais je le comprends très bien. Donc bon, je pense pas que ce soit une réalité. Après, ça peut l'être, encore une fois. Hein. Encore une fois, rien n'est parfait. Ça peut l'être. Mais je pense pas que ce soit le cas. Après, si c'est le problème, encore une fois, il y a des moyens de saisir les personnes compétentes. En fait, ce que ça sous-tend, cette question, c'est est-ce que, justement, quand il y a un accueil au commissariat pour les personnes, effectivement, qui ont des difficultés à s'exprimer, encore plus de difficultés à écrire, on disait, voilà, qu'est-ce qui est fait pour ces personnes-là, justement, qui ont un peu de mal à s'exprimer, encore plus de mal à écrire, qu'est-ce qui est fait pour elles? Généralement, pour s'exprimer, on arrive toujours à comprendre la personne qu'on a en face de nous. Ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à des fonctionnaires de police. Vous savez, on a beaucoup de touristes dans l'île, où ils ne parlent aucun des langages qu'on leur parle, et nous parlons aucun des langages qu'ils parlent. Même avec l'anglais, on ne s'y retrouve pas. On arrive toujours à se comprendre. Je pense que l'être humain peut toujours se comprendre, surtout quand c'est dans des cas graves. Parce que je me doute que si on vient dans un commissariat de police, c'est pas pour demander à boire le café avec des fonctionnaires de police, bien que ce serait une excellente idée pour normaliser les relations. Mais je pense qu'on peut toujours se comprendre. À l'oral, du moins, je parle. Après, à l'écrit, on a donc des agents de l'accueil qui sont spécialisés pour ça, qui sont spécialisés pour pouvoir prendre en charge les personnes qui ont du mal à écrire et qui ont du mal à s'exprimer. Antoine? Alors, peut-être passer sur un ton un peu plus léger. Alors, il y a beaucoup de messages de joyeux anniversaire qui affluent, dont celui d'une certaine Nicole Pitou. Je crois que vous la connaissez bien. Et vous avez également de nombreuses admiratrices qui aimeraient vous joindre. Est-ce que vous pourriez leur donner un numéro de portable pour qu'elles vous laissent des petits messages Alors, nous n'y sommes pour rien, c'est pas du tout prémédité. Un message d'anniversaire ou autre. Il faut faire 17. Bon, Zotot l'a compris, si Zotot veut joindre le commissaire Bess, vous faire le 17, mais pas sûr par contre que Zotot tombe sur lui, mais il faut faire le 17, voilà. Encore peut-être une dernière question avant de laisser le commissaire Bess à ses occupations. Une autre question un peu plus sérieuse cette fois, sur la difficulté des policiers réunionnais exerçant en métropole à revenir à... Oui, désolé encore une fois pour cette coupure et ce petit problème technique. On retrouve Antoine pour une question importante qui concerne plusieurs fonctionnaires. Antoine? Exactement.
donc c'est une question de Clément Telmar sur Facebook Live qui nous demande: les policiers réunionnais exerçant en métropole, comment ça se fait qu'il y ait tant de difficultés pour qu'ils puissent revenir ici à La Réunion? La difficulté part du fait que manifestement beaucoup de Réunionnais sont policiers et que vu la taille du département, vu la taille des circonscriptions de police, on ne peut pas indéfiniment y ajouter des fonctionnaires de police. C'est vrai qu'il y a apparemment une bonne liste d'attente. Je ne maîtrise pas tous ces détails-là, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fonctionnaires de police réunionnais, créoles, qui veulent rentrer sur leur île, ce qui est un désir légitime. Et c'est vrai que pour certains, ça prend pas mal de temps. J'étais au jury gardien de la paix récemment, et c'était la première question que je posais d'ailleurs aux candidats, aux jeunes candidats. Est-ce que vous êtes prêts à rester une dizaine d'années en Île-de-France ou en métropole? Parce que c'est une vraie question, mais dans le même temps, partir ailleurs que La Réunion, avoir une expérience professionnelle autre que sur l'île de La Réunion, je pense que ça permet d'avoir une expérience accrue, une maturité professionnelle, intellectuelle, culturelle et une ouverture d'esprit améliorée. Et d'ailleurs, on le remarque à chaque fois, parce que dès que des fonctionnaires de police réunionnais peuvent revenir sur l'île, ils sont matures, c'est des fonctionnaires excellemment formés. Donc généralement, voilà, il y a un temps de latence avant qu'ils puissent rentrer sur l'île. Et je comprends qu'ils ont énormément envie de revenir et de revenir très vite. Tout ce que je peux dire, c'est patience, et j'espère les accueillir rapidement. Lucie Desmoulins, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Je crois que c'est quelqu'un du Saône-et-Loire, non? Et qui nous dit vous avez une grande chance d'avoir un tel homme à la tête de la police, rendez-le nous, il nous manque. Alors, est-ce que vous envisagez une mutation, quelque chose, de quitter bientôt La Réunion, ou c'est pas du tout dans l'ordre des choses? Je quitterai La Réunion dans un certain temps, on va dire. Je ne peux pas encore le fixer, mais c'est parce que mon statut, moi, m'y oblige en tant que commissaire de police. J'ai une obligation de mobilité, donc je dois changer de poste assez régulièrement. Donc je bougerai un moment. Je bougerai un moment. Je ne sais pas où encore, je ne sais pas comment, dans quelles circonstances, mais je bougerai un moment. J'espère revenir aussi, mais tout ça, c'est trop tôt pour le dire. Donc on verra, c'est l'avenir qui nous dira. Voilà, donc vous remercie, commissaire, de nous avoir consacré ce moment, près d'une heure, pour ce jeu des questions-réponses avec les internautes de Imaz Presse Réunion. Merci de nous avoir accordé ce rendez-vous. Merci aussi de ne pas avoir utilisé de langue de bois, d'avoir répondu finalement en toute franchise et avec beaucoup de respect à nos internautes. On vous retrouve bientôt. On retrouve bientôt notre format d'émission. Vous savez maintenant, c'est un format hebdomadaire, soit le jeudi, soit le vendredi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur notre page Facebook Imaz Presse Réunion, page officielle, ainsi que sur notre site internet www.ipreunion.com ou www.imazpresse.com. Merci commissaire, à bientôt et bonne journée à tous. Je vous remercie.